Alsace, février 1953. À Strasbourg, toutes les églises sonnent le tocsin. Des milliers de personnes défilent dans les rues en silence. La place de Bordeaux est débaptisée. Les élus locaux placardent sur leur mairie des affiches de colère. Les parlementaires de la région viennent en délégation manifester leur indignation à Matignon. Certains parlent de sécession avec la France. Pourquoi ces remous en cet hiver 53? Que s'est-il passé? C'est un procès, et surtout son verdict, qui sont à l'origine de cette colère populaire. Ici Frédéric Potcher qui vous parle du tribunal militaire de Bordeaux. Le plus douloureux des procès de l'après-guerre a commencé cet après-midi à Bordeaux, devant les juges du tribunal militaire que préside le conseiller Nucy Saint-Saëns. Ouvert le 12 janvier 1953, ce procès juge des membres de la division Waffen-SS Das Reich, responsables du massacre d'Oradour-sur-Glane en juin 1944, durant lequel 642 civils ont été exterminés. Sur le banc des accusés figurent aux côtés des Allemands 13 Français, tous originaires d'Alsace. Comment des compatriotes ont-ils pu participer à de telles atrocités dans cette unité militaire, symbole de l'horreur et de la barbarie nazie? En fait, la tragédie d'Oradour-sur-Glane en cache une autre, méconnue, celle des malgré nous. Ces soldats d'infortune, tous alsaciens ou mosellans, qui, enrôlés de force, ont dû combattre contre leur gré dans les rangs de l'Allemagne nazie. Charles Buch, incorporé de force à 18 ans. Louis Harrig, incorporé de force à 17 ans. Émile Regel, incorporé de force à 17 ans. Lucien Zeller, incorporé de force à 17 ans. Louis Auster, avocat stagiaire au procès de Bordeaux. 5 adolescents, 5 hommes, alsaciens ou mosellans, 5 visions du drame. La tragédie des malgré nous tient d'abord à l'histoire complexe de leur région, soumise aux appétits conquérants de la France et de l'Allemagne. Reprise à Napoléon III par l'Allemagne de Bismarck en 1870, l'Alsace et la Moselle sont reconquises par la France à l'issue de la Première Guerre mondiale. En 1940, Hitler victorieux réintègre ces territoires au sein des frontières du Reich. Aucun traité de paix ne stipulait une cession de territoire de la France à l'Allemagne, ce qui fait que cette annexion a été totalement illégale du point de vue juridique. Straßburg, die alte deutsche Stadt, ist wieder in deutscher Hand. L'annexion, c'est pas du tout l'occupation de la France. Déjà, dès juillet 1940, il y a le rétablissement de la frontière de 1871. Une frontière non légale. C'est pour ça qu'on parle d'annexion de fait, à l'inverse de ce qui s'est passé en 71, on va parler d'annexion de droit. C'est-à-dire qu'il y avait des douaniers allemands et de l'autre côté, il n'y avait pas de douaniers français, parce qu'elle n'était pas reconnue, cette frontière. Quand j'ai vu ces chars allemands, les soldats tous habillés en uniforme noir de Panzergrenadier et tout ça. Oh, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça, tout en noir, comme ça? C'était... On ne peut pas s'expliquer. C'était pas peur, mais c'était un choc comme ça. Au vu de la situation en Alsace-Moselle, le gouvernement de Vichy a émis des protestations auprès de la commission d'armistice à Wiesbaden.
Ces protestations sont restées lettres mortes. Vichy était, je ne dis pas consentant, mais a été totalement presque absent du problème. Les Alsaciens ont eu l'impression qu'ils étaient abandonnés par la France. Pour superviser cette annexion et commander ces régions, Hitler nomme à leur tête des Gauleiter, des gouverneurs. Robert Wagner en Alsace et Joseph Bürkel en Moselle. Chacun d'eux aura une conception différente de ces populations. Pour Wagner, les Alsaciens ont du sang allemand. Il suffit donc de les rééduquer afin d'effacer 20 ans de présence française. Pour Bürkel, tous les Lorrains ne sont pas germanisables. Il va donc en expulser près de 100 000, notamment dans le centre de la France, dont la totalité d'un village de Moselle, Charly, qui se trouve déplacé dans le Limousin. Les nazis ont ensuite mis en place la poste allemande, l'administration allemande, le droit allemand. Tout ce qui avait une tonalité française a été effacé. Alors c'était, la langue était interdite et avec les répercussions pénitentiaires éventuelles. Le plus dur, c'était qu'on nous avait défendu de parler en français, surtout avec des copains qu'on ne pouvait pas parler autrement, que c'était notre langue quand même de jeunesse. Entre nous, Lorrains, oui, on parlait français, on prenait quelquefois une tartine, mais enfin, ils étaient bien forcés d'admettre que beaucoup ne savaient pas l'allemand. Il fallait évidemment constater que l'école avait changé de langue. Je rentre dans une classe, et mes sœurs c'était pareil, et puis on parle allemand. Je comprends pas un mot, mais pas un mot. Et puis, pour m'expliquer, je disais toujours « eux ». Donc j'ai le surnom de Monsieur E. Il y a une affiche célèbre où on voit que tous les symboles français devaient disparaître. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont interdit le béret basque. J'en ai usé 4 comme ça. On n'avait plus le droit de porter le béret. Les principales rues avaient déjà été transformées, une place de l'église, Kirchenplatz, et ainsi de suite, au Adolf-Hitler-Straße, à la place de la Grande Rue. On a même gratté sur les pierres les vieilles épitaphes qui étaient en français, donc c'est complètement imbécile. Mais c'était comme ça, c'est l'extrémisme. Hein. Il y a aussi une nazification, puisque la dimension politique du national-socialisme est évidemment très présente. Il convient de saluer Heil Hitler. En alsacien, au lieu de dire Heil Hitler, on disait Heil Hitler, c'était du burlesque, quoi. La plupart mettaient encore la main derrière, eux, on croirait que c'était évidemment négatif. Comme si vous jurez et que vous faites le geste en arrière. Bon, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Les uns levaient le bras, les autres qui ne savaient pas prononcer le mot. On faisait ça un geste sans se rendre compte, finalement, hein. La croix gammée est omniprésente, le parti nazi est omniprésent, les organisations nationales socialistes le sont aussi. Il est chaudement recommandé d'y adhérer, ce que font beaucoup de gens pour être tranquilles. Ce contrôle de la population commence dès le plus jeune âge, puisqu'il y avait ce qu'on appelait la jeunesse hitlérienne. C'est un pari sur l'avenir pour le nazisme, puisque le nazisme devait durer 1000 ans et qu'on voulait formater la jeunesse. On ne faisait pas grand-chose, c'était juste qu'il fallait porter déjà l'uniforme. Les dimanches matins, on faisait une marche avec des chants allemands politiques.
Là où j'étais, c'était pas du tout organisé ou mal organisé. On faisait des imbéciles. On n'y allait pas d'abord. Souvent, puis après, quand il y a la menace qui venait, on y allait une fois, on faisait des idiots. Alors c'était... On pouvait, il faut pas en tirer l'argument que c'était futile. Hein. C'était à la fois idiot et dangereux. Quand j'étais dans la Hitlerjugend, il me reprochait de ne pas venir régulièrement aux réunions. Alors moi, je l'ai répondu et puis, comme il était un peu violent, moi, je l'ai agressé aussi. Et puis après, on en est venu aux mains. Mais heureusement qu'il n'était pas en uniforme parce que sinon, je partais dans un camp de concentration. Donc après la jeunesse hitlérienne, à partir de 1941, les femmes comme les hommes ont dû aller au Reich Arbeitsdienst, le service du travail du Reich. Le Reich Arbeitsdienst, c'était une espèce d'institution de travail en équipe militarisée quelque peu, ou en tous les cas de ce type, et qui est devenue, avec le déroulement de la guerre, de plus en plus militaire. On nous a donné nos uniformes. Je dirais qu'il y avait des yeux qui étaient humides. C'était dur. Enfiler ce machin-là avec le brassard, vous voyez ce que ça veut dire? Moi qui n'avais jamais mis un uniforme. Et c'est aussi une préparation paramilitaire dans la mesure où on peut leur apprendre à tirer aussi au fusil, mais sinon le fusil en général est remplacé par la bêche puisque c'était officiellement un service du travail. Très belle bêche, je montre tout ce qu'ils en ont fait après parce que c'était un bel outil. Mais il ne servait pas comme outil, il servait comme arme, c'est-à-dire des démonstrations de militaires, paramilitaires. Les jeunes, au cours de ce service au RAD, ont dû prêter serment de fidélité au Reich et au Führer. Ça, c'est un événement qui est important pour ces jeunes. Le serment au Führer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? À un moment, on est venu à dire, on suit le cirque, hein, sans résistance. Mais on ne prononce pas. Et on avait un petit filou avec nous qui a dit « Faites pas les cons, si vos lèvres ne bougent pas, ils verront que vous ne parlez pas. Vous pourrez bouger vos lèvres, vous pouvez dire n'importe quel mot qui vous plaît, mais pourvu que vos lèvres bougent. » Ça a très bien marché. Ici Frédéric Potcher qui vous parle du tribunal militaire de Bordeaux. Après le bâtonnier Schreckenberger, Maître Schmitt évoque la vie des départements alsaciens occupés par les nazis. Ce fut la terreur et ce fut l'oppression. Et nous serions aujourd'hui, après ce que nous avons souffert, nous serions sur les mêmes bancs que des Allemands, s'écrie-t-il. Messieurs, ça, nous ne l'admettons pas. Ici, Frédéric Potcher, qui vous a téléphoné du tribunal militaire de Bordeaux. Jusqu'en 1942, les annexés, ils essayent de s'en sortir le moins mal possible. Il y a 1% de la population qui est avec les nazis, 1% de la population qui fait de la résistance au moins active, et puis la majorité des gens, ils essayent de s'en sortir le moins mal possible. Tout le monde était attristé de cette plaisance, mais on ne pouvait rien dire et il fallait surtout pas le faire remarquer. Il y avait quand même l'esprit français. On l'avait là. D'ailleurs, on ne disait pas les Allemands, on disait les Boches, quoi. Hein, ou les Dorifort, qu'on les appelait. Dans les villages, on savait qui était susceptible éventuellement de dénonciation. Il y avait les mouchards. Ils n'étaient pas nombreux, mais ça m'a coûté une journée de Gestapo. Parce que j'ai dit que les westerns américains étaient mieux que les westerns allemands. Puis
puis quelques petites phrases comme ça. En juin 1942, le siège de Stalingrad marque le tournant dans la guerre opposant l'Allemagne à l'URSS et intensifie la dureté des combats. Face à la voracité en hommes du front russe, le pouvoir nazi franchit le 25 août 1942 un nouveau pas dans la transgression des conventions internationales. Il impose par une ordonnance le service militaire obligatoire pour les Alsaciens mosellans, incorporant ainsi de force dans son armée des citoyens étrangers. La différence entre 14-18 par exemple et 1942, en 14-18 on était légalement allemand. Donc on ne parle pas d'incorporation de force. On était soldats allemands parce qu'on était allemands. Mais là, comme il n'y a pas eu de traité légalement au niveau du droit international, on était français. Donc on est des Français incorporés dans une armée ennemie. L'incorporation de force, en fait, c'est le tournant de l'annexion. Que ce soit en Alsace, en Moselle, c'est le tournant. Les familles, elles sont confrontées au fait de laisser partir son enfant, se faire tuer. Cette incorporation de force en 1942 fait suite à des campagnes d'appel à l'engagement volontaire qui n'est pas couronnée du succès escompté par les nazis, puisqu'on ne compte apparemment qu'environ 2000 personnes qui se sont portées volontaires pour la Wehrmacht et la Waffen-SS. Là encore, l'ordonnance ne suscite de la part de Vichy que quelques protestations gênées et jamais publiques. Pierre Laval, chef du gouvernement, n'entend pas gaspiller sa marge de manœuvre avec l'occupant à propos de sujets sur lesquels il est certain de ne rien obtenir. Il n'y a personne qui a levé le petit doigt pour être contre. Ils auraient pu éviter à ce moment-là la coopération de tous les Alsaciens et Mosellans, aussi bien Wagner qu'en Alsace et Bürkel en Moselle. Hein. Le Gauleiter Wagner, lui, dans son mémoire de défense, dira qu'il a introduit ce service militaire obligatoire pour que les Alsaciens profitent légitimement des fruits de la victoire finale, et donc en participant à la guerre. Les Allemands eux-mêmes disaient que si on a besoin de vous, c'est que ça ira mal. Hein. Les Allemands n'aimaient pas les Alsaciens dans les armées, finalement. Hitler n'en voulait pas, paraît-il. C'est le Gauleiter qui a été le promoteur, parce qu'il voulait à la fois compromettre, probablement aussi. Hein, et comme ça, ils seront entraînés dans les troupes. La camaraderie militaire fera peut-être un effet. L'introduction du service militaire provoque un nombre de chocs dans la population et suscite évidemment des départs assez importants vers la France occupée ou vers la Suisse. Les Allemands ne sont pas dupes et s'en rendent assez rapidement compte et renforcent les surveillances des frontières. Et il y avait surtout une chose, je répète là solennellement presque, c'est que les Allemands avaient institué ce qu'on appelait la Sippenhaft, c'est-à-dire, c'est l'allemand, Sippenhaft, c'est-à-dire la responsabilité du clan. Donc si vous fichez le camp, c'est la famille qui trinquait. En cas de désertion, les familles seraient effectivement déportées en Silésie ou en Pologne dans des camps de travail et les biens confisqués. Chaque cas est particulier. Il y a autant d'histoires de malgré nous que de familles. C'est-à-dire que vous aviez des opportunités de passer la frontière que d'autres n'en avaient pas. Ça dépendait où vous habitiez. Puis on n'est pas tous des héros. À 1 kilomètre, j'étais en France, pour ainsi dire. Mais il suffisait pas d'être de l'autre côté. Et quoi aller faire? Et où? En Moselle, on estime à 7000 les jeunes qui sont partis réfractaires à la Wehrmacht. Mais il y en a 30 000 qui sont partis, soit parce que ils sont pas, on était légaliste ici, hein, donc il y a une loi qui a été édictée, on la suit. Et puis aussi, on avait peur pour la famille. Surtout, on avait peur pour la famille. Puis d'un coup, je vois ma mère qui vient avec le petit carton. Demain, 9h, à Metz. C'est dur. Moi, je ne me suis pas rendu.
Alors j'ai eu des reproches. La police, la gendarmerie, la police allemande est venue ici. Enfin, pas ici, chez mes parents, où j'habitais à l'époque à Benvir. Et ils ont fait des reproches et ils ont dit qu'il va être convoqué, mais qu'il vienne. Sinon, les nazis transfèrent les insoumis à Schirmeck. Ouvert dès 1940, ce camp de redressement situé à 50 km de Strasbourg est destiné à faire plier les plus récalcitrants par endoctrinement, harcèlement et torture. Ainsi enfermés et livrés à la cruauté de leur geôlier, beaucoup de jeunes appelés doivent se résoudre à accepter leur incorporation de force. J'avais un très bon ami, mon voisin, il n'est pas revenu de la guerre, il a péri quelque part du côté de... Ça me fait encore maintenant un peu quelque chose. Et on est parti, on n'avait pas beaucoup de choix, hein. On est parti, on s'est laissé incorporer, et notre idée était qu'on allait se tailler, si on peut dire, s'évader lorsque ça pourrait se faire. Désormais, ces enrôlés de force se font appeler « malgré nous », soldats qui, malgré eux, doivent combattre sous un drapeau qui n'est pas le leur. Ici André Pascal qui vous parle du tribunal militaire de Bordeaux. Monsieur Radius, lieutenant d'artillerie dans l'armée française, est rentré en Alsace parce qu'il pensait que son rôle d'officier français était d'y rentrer. Cela l'a conduit à Schirmeck où il a vu de ses propres yeux de jeunes Alsaciens réfractaires, après des jours et des nuits de bastonnade, conduits devant un bureau de recrutement où on leur faisait signer leur engagement dans l'armée allemande. Décidément, la vérité ici semble de plus en plus difficile à établir clairement. À l'armée, il fallait prêter serment. Alors on disait, on va adopter le même système. Puis à côté, il y avait le commandant de bataillon et puis le capitaine qui discutait un peu hautement. Puis d'accord, on entend le commandant qui dit, écoutez, hein, ne faites pas la connerie de dire qu'il y a des refus de serment. Puis de toute façon, pour là où ils vont, qu'ils aient juré ou pas juré, le résultat, il est le même. Enrégimentés dans les différentes unités de la Wehrmacht, les malgré nous partent massivement nourrir l'immense charnier qu'est le front de l'Est. Émile Regel, Lucien Zeller et Louis Harrig vont en faire la piste expérience. Au final, Alsaciens ou Mosellans sont près de 130 000 à être engagés de force dans ces combats, dans des conditions souvent extrêmes. Les Allemands nous regardaient, ils devaient se dire, voilà encore de la chair à canon. J'avais 17 ans et demi à ce moment-là, 18 ans. On nous a envoyés en Russie dans des régions à partisans. C'était des endroits où on ne faisait pas quartier, ni les Allemands aux partisans, ni les partisans aux Allemands. Là, j'ai eu un problème avec un Russe, un gamin. Il fonce sur moi, baïonnette au canon, et il me l'enfonce là. Enfin, il visait là. Hein. Moi, je me suis jeté de côté. Elle a entré là. Il était en face de moi. Bon, j'ai tiré la cuisse. Hein. Et puis lui, il m'a regardé, il s'attendait que je le tue. Je lui ai dit, bah, je lui ai dit, file, saute au-dessus de la tranchée,
sauf toi. Il m'a regardé tout bête, il a sauté et tiré la patte qui était blessée, et quand il était dans la tranchée russe, il m'a fait salut. Mais j'étais incapable de tirer dessus. On avait des espèces de passe-montagne en dessous du casque, avec les yeux qui dépassaient. Malgré tout, j'avais quand même le bout des oreilles qui était gelé, et les pieds, on en prit un coup également. On était pauvres bougres comme les autres. Même les officiers allemands de la tranchée n'étaient pas les officiers allemands qui étaient à Metz. Le lieutenant mangeait la même chose que nous, et le jour qu'il n'y avait rien, il n'avait rien non plus. La proximité humaine était quand même telle qu'il y avait quelque chose, une certaine communauté de destin. Et puis il faut dire que le hitlérisme ne jouait pratiquement pas dans l'armée, hein. On n'en parlait pas. Sur ce champ de bataille, quand ils ne sont pas abattus, certains incorporés de force tentent de déserter. Ce que fait Émile Regel. Moi, j'ai donc réussi en Roumanie, c'est parce que la guerre était une guerre de mouvement. Alors j'ai pu m'écarter de mon unité. Dans le désordre, un peu dans la débâcle, toute l'armée a péri après, d'ailleurs, là-bas. En cas de désertion, la Gestapo menait une enquête. Si elle établissait qu'on était effectivement en présence d'une désertion, les familles étaient également inquiétées et pouvaient être déportées dans des camps de travail en Silésie, par exemple. Donc la solution, c'était effectivement de passer soit pour mort, porté disparu ou prisonnier de l'ennemi. Ce mouvement de désertion s'intensifie en 1943 en Russie et atteint son apogée en 1944. Au total, plus de 15 000 malgré nous sont enregistrés comme déserteurs. Certains arrivent à déserter et à se rendre aux Russes. Beaucoup ont regretté ce geste car ils pensaient se rendre à des alliés et finalement se sont aperçus qu'ils ont été traités comme des ennemis. C'est vrai qu'il faut s'imaginer nos soviétiques qui voient en fait des jeunes qui avaient un uniforme allemand. Vous avez beau crier Franzowski, Franzowski, je suis à Lora, ça évoque rien pour ces gens-là. Je pensais aller vers les Alliés. En réalité, on est tombé sur des Alliés un peu curieux qui étaient les Russes, hein. Alors c'était... bon, on n'a pas été maltraités d'ailleurs au début. On n'a jamais été vraiment maltraités dans la captivité russe, mais on nous a pas donné à manger, ce qui revenait bien un peu au même, hein. Alors que la victoire de l'URSS se profile, les malgré nous sont regroupés au camp de Tambov. Et dans ce lieu, un autre calvaire les attend. Tambov, c'est le goulag, avec ses méthodes et son organisation. Quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, après un voyage venant du sud, hein, de la Roumanie, je me suis dit, tiens, c'est curieux, il y a partout des miradors, des trucs comme ça, c'est pas très bien ça. Il faisait un hiver qui était très rigoureux, qui durait très très longtemps, à tel point que, par exemple, les baraques des camps étaient à moitié enterrées pour justement récupérer l'énergie tellurique, hein. Les chauffages, c'était les gens, parce qu'il y avait là-dedans, dans une baraque, il y avait entre 150 et 300 prisonniers. Alors l'ambiance dans un camp pareil, c'est le moral en berne. Vous êtes soumis à un travail harassant, vous êtes très mal nourri. Les gens étaient maigres comme des coucous, ou bien ils étaient gros et gras comme le pneu Michelin, vous savez, le bonhomme Michelin, comme ça, parce que rempli de liquide, d'œdème, c'est des nutritions. Si vous avez le malheur de tomber malade, c'est quasiment la mort assurée, puisque même les soviétiques, pour eux-mêmes, n'ont pas les médicaments nécessaires.
On avait catégorisé les prisonniers, ceux qui étaient des crevards qu'on laissait crever, si on peut dire, hein, malheureusement. Et puis il y avait ceux qui étaient encore un peu costauds, enfin costauds, relativement. C'est assez simple, le diagnostic était vite fait, on pinçait un peu là les masses musculaires, on regardait s'il y avait un peu de graisse encore, c'est comme ça que se faisait. Il y a eu plus de 10 000 Alsaciens-Mosellans qui ont été internés dans ce camp-là. Et maintenant, on évalue à peu près plus de 3 000 Alsaciens-Mosellans morts dans ce camp-là. Au même moment, des malgré nous connaissent un autre destin. La majorité des incorporés de force l'ont été dans la Wehrmacht. Mais il y a une partie qui a été versée dans la Waffen-SS. La Waffen-SS est l'unité d'élite du Troisième Reich. Elle est composée de volontaires sélectionnés par les autorités nazies sur des critères physiques et idéologiques. C'est essentiellement les Waffen-SS qui ont perpétré les massacres, notamment en URSS et en Yougoslavie, où il y avait pratiquement des massacres quotidiennement. L'incorporation de force, à la rigueur, on peut, non pas la pardonner, il ne s'agit pas de pardonner, mais ça peut se comprendre, l'incorporation de force. Les Allemands pensaient que nous étions des Allemands, et donc ils pouvaient nous faire le plaisir de nous incorporer. Mais mettre dans les SS des non-volontaires, ça, je ne l'admets pas. Revenu du front russe, une division Waffen-SS, Das Reich, est mise au repos au printemps 1944 dans le sud de la France, près de Montauban. C'est à cette occasion que Charles Busch y est incorporé. J'ai été incorporé dans la division Waffen-SS Das Reich et ils avaient besoin d'hommes et ils n'en avaient plus en Allemagne. Hein. Tout ce qui était possible d'enrôler dans l'armée était enrôlé. C'est pour ça qu'on a été mis dans la Waffen-SS. C'était pas notre goût, mais nous ne pouvions rien faire. Il n'y avait rien à faire. Tu es obligé. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. La division SS Das Reich remonte alors précipitamment vers la Manche pour stopper l'offensive anglo-américaine. C'est sur le chemin que le 10 juin 1944, le 1er bataillon d'Heerführer de la 2e division SS Das Reich commet le massacre d'Oradour-sur-Glane. Dans ce petit village du Limousin, ils assassinent sur ordre du commandant Adolf Dickmann 642 personnes, hommes, femmes et enfants. Ironie tragique dans cette folie meurtrière, les Alsaciens de la division Das Reich se retrouveront face à 39 Mosellans, habitants du village de Charly en Lorraine, déplacés à Oradour-sur-Glane en 1940. Mais également face à 10 Alsaciens de Schiltigheim. Seul un enfant, Roger Godefrein, en réchappera. Ici Frédéric Potcher qui vous parle du tribunal militaire de Bordeaux. Et nous voyons paraître un garçon de 16 ans, à la tignasse rousse, au visage intelligent et vif, tout en lui sans la Lorraine des environs de Metz. Quand nous étions à la classe Lorraine exprès faite pour les enfants lorrains de Charly, notre maître nous mit à plat ventre sur le plancher de la salle pour éviter que les balles nous atteignent. Tous étaient effrayés. J'ai pris la porte en appelant mes deux sœurs, Marie-Jeanne et Pierrette, mes deux plus grandes sœurs, qui ne voulurent pas revenir. Et je suis parti dans les jardins. Je me suis caché dans la salade où les Allemands me tirèrent dessus. Il y avait 28 malgré nous Alsaciens dans ce bataillon. Charles Busch n'était pas à Oradour. Il remontait avec le reste de la division Das Reich vers les plages du débarquement. J'étais avec le commandement de la Das Reich. J'ai entendu quand ils ont parlé du problème d'Oradour
et que Diekmann, ils ont dit, qu'est-ce que Diekmann, est-ce qu'il est arrivé, Diekmann, mais il est malade, il n'aurait pas dû faire ça, tuer les femmes et les enfants dans l'église, qu'est-ce qu'il est arrivé, ils n'ont pas compris. Sur le front ouest comme sur le front est, les combats font rage. La violence de ces affrontements est encore présente dans la mémoire de Charles Busch. Ça tirait tout le temps. On a eu des coups de feu même de l'artillerie allemande qui nous a tirés dans nos propres lignes. Là, on a vu que c'était perdu, hein. Les Allemands le savaient, les officiers le savaient. J'avais prévu de déserter, c'était que l'occasion se présentait. C'était pas évident de déserter l'armée allemande, hein. Mais il fallait attendre un moment propice, et là, j'ai profité d'un moment propice. À l'été 1944, alors que les combats continuent de faire rage sur le front ouest, à l'est, les soviétiques rassurent la France libre de leur volonté de traiter à part les prisonniers alsaciens et mosellans. Il y a eu une libération anticipée qui s'est faite le 7 juillet 1944. On a donc libéré 1500 Alsaciens-Mosellans. Les prisonniers qui reviennent de loin, ce sont ces Français, Alsaciens pour la plupart. Enrôlés de force dans l'armée allemande, puis capturés par les Russes et libérés par eux, ils vont enfin rentrer chez nous. Bon, ça a été un moment aussi de propagande, hein, puisque on les a nourris quelques jours avant, parce qu'il y a la télévision soviétique qui avait filmé l'événement. Et si un temps, l'URSS assurera les autorités françaises de sa volonté de regrouper puis de traiter à part les prisonniers alsaciens ou mosellans, elle continuera en fait d'agir avec ses incorporés de force, comme avec les autres détenus. Paris libéré le 25 août 1944, les forces anglo-américaines progressent alors vers l'Est. Malgré une contre-attaque allemande dans les Ardennes, les armées alliées arrivent à passer le Rhin en avril 1945 pour y trouver une Wehrmacht en piteux état, comme peut le vivre Louis Harrig, présent sur les bases arrières de l'armée allemande. Alors là, c'était la débat. Tous les jours, il fallait changer de position. Ils avaient lancé des bombes incendiaires. Il y avait des rues qui brûlaient par le phosphore, les trottoirs qui brûlaient, le goudron qui brûlait. Et naturellement, c'était affreux à voir des gens qui couraient à gauche, à droite, en principe que des femmes ou des vieillards. J'étais mitraillé moi-même et j'ai eu les éclats donc, dans les fesses et puis dans le pied droit en bas. Et un matin, donc, je regarde dehors et puis d'un coup, je vois des gaillards, au moins 1m90, 2 mètres, mais des noirs, américains noirs. Oh là là, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Surtout qu'à l'entraînement, quand on faisait les classes, on nous avait dit, ne vous faites surtout pas attraper par les noirs américains parce qu'ils vous coupent les oreilles et ils vous font des chapelets avec vos oreilles. Hein. Alors que moi, quand j'ai vu les premiers noirs là devant moi qui avaient 2 mètres ou 1m90 et moi avec mon 1m55 ou 58, j'ai dit, qu'est-ce que ça va donner? Comme sur le front russe, les Américains ne font pas la différence entre un soldat allemand et un malgré nous. Ainsi, quand certains d'entre eux décident de se rendre aux GIs, ils sont envoyés dans des camps de prisonniers. Je me suis rendu aux Américains, c'est la connerie que j'ai faite, j'aurais pas dû le faire. On m'a pris tout ce que j'avais. Tout. J'avais encore 400 marques, ils les ont mis dans la poche. Enfin, tout était pris. Bon. Ils nous ont emmenés dans un grand parc immense. Nous, ce qui nous intéressait, c'était surtout d'avoir une nourriture, et puis de la nourriture, on n'en avait pas. On nous donnait le matin des cachets, quelques cachets à avaler, pour avoir de l'eau. Et il fallait faire la queue, moi, pendant 4 ou 5 heures. Alors on allait se rayer avec une gamelle. Quand on en avait une, celui qui n'avait pas de gamelle, il n'avait pas d'eau. Tous les matins, il y avait un contrôle qui se faisait, il passait dans les rangs. Et plusieurs fois le matin, on retrouvait des morts, des garçons qui étaient déjà là plus longtemps que nous. Le calvaire de nos 4 malgré nous s'achève le 8 mai 1945 avec la capitulation du Troisième Reich. Charles Busch, Louis Harrig, Émile Regel et Lucien Zeller sont tous libérés avant la fin de l'année 1945. Je n'avais pas vu mes parents pendant plus d'1 an. Et quand je suis rentré, mon père était mort, était tué.
par l'opio allemand. Non, américain, excusez-moi. Ma mère, que j'aimais tellement, en me voyant, elle était un peu désemparée pour un moment. Elle a dit, eh ben, il n'a pas grandi. C'était la première parole. Alors on aurait pu lui répondre, il n'y avait pas de quoi grandir beaucoup. Voilà. Mais si nos 4 incorporés de force retrouvent les leurs rapidement, des milliers de malgré nous croupissent encore au goulag ou dans les camps américains à la fin de 1945. En 1946, le tribunal de Nuremberg déclare que l'incorporation de force est un crime de guerre. Le 17 août 1948, la justice française délivre une ordonnance de non-lieu pour certains malgré nous présents à Oradour. Les juges à l'époque avaient estimé que, ils avaient été contraints d'obéir aux ordres, qu'ils ne pouvaient pas s'y soustraire, et qu'en plus, malgré les ordres, ils avaient sauvé des vies à Oradour-sur-Glane. Mais le sort de ces incorporés de force va basculer lors d'une visite du président de la République Vincent Auriol sur les lieux du drame. Français, souviens-toi, ici, il y a 3 ans, a été crucifié un village de ton pays. Français, n'oublie jamais ce qu'ont fait les nazis. Monsieur Vincent Auriol est venu au nom de la France commémorer un crime commis contre l'humanité entière. Le président de la République est... Horrifié par ce qu'il voit, le chef de l'État décide, avec le soutien des communistes, de faire voter sans débat le 15 septembre 1948 une loi introduisant dans le droit pénal français la notion de responsabilité collective des groupes ayant commis des crimes de guerre, pour autant que ces groupes soient reconnus comme organisations criminelles lors du procès de Nuremberg. Ce qui est le cas de la SS. Il suffisait d'appartenir à une unité qui avait perpétré un massacre pour être jugé, ce qui était le cas des Alsaciens. Et de ce fait, même les incorporés de force qui avaient obtenu un non-lieu ont été rattrapés par la justice, et c'est cette loi-là qui a permis de les inculper. Ce qui était déjà pour moi invraisemblable, parce qu'on n'a pas le droit de faire des lois rétroactives, et surtout qui permettent de poursuivre des gens qui déjà avaient fait l'objet d'un classement. Ce revirement judiciaire se fait sous la pression des communistes, qui depuis 1945 insistent pour juger ces enrôlés de force. En pleine guerre froide, cela permet aussi d'attiser les braises franco-allemandes afin d'empêcher le réarmement de la RFA. On voit sur certains tracts distribués à l'époque par le Parti communiste français que ça leur pose un réel problème, ce réarmement de l'Allemagne. Et dans les tracts, ils font référence à Oradour-sur-Glane, disant que si l'Allemagne se réarme, il y aura de nouveaux incorporés de force et de nouveaux Oradour. Le 12 janvier 1953 s'ouvre donc le procès de Bordeaux. Et l'Alsace va profiter de cet événement pour révéler au reste de la France le problème de l'incorporation de force. Ici Frédéric Potcher qui vous parle du tribunal militaire de Bordeaux. Le président Lucide Saint-Saëns prend la parole. Messieurs, les victimes d'Oradour sont là, nous écoutent. N'oublions pas cet auditoire invisible. Puis Maître Schreckenberger, bâtonnier de Strasbourg, s'associe bien entendu à cet hommage chez nous, à Strasbourg, à Mulhouse, à Colmar, partout. Chez nous, Oradour est aussi le symbole de la folie et de la terreur hitlérienne. Ces accusés français, dit-il en substance, sont victimes eux aussi du plus monstrueux des crimes de guerre, l'engagement de force dans la Waffen-SS. Le monde politique fait alors irruption dans cette affaire. Pierre Pflimlin, député du Bas-Rhin, intervient auprès de René Pleven, ministre de la Justice, pour enlever la notion de responsabilité collective dans la loi de 1948. Il argumente que selon le tribunal de Nuremberg, cette notion n'est valable que pour les volontaires de ces organisations et non pour les incorporés de force. Alors là aussi, il y a eu, on a crié au scandale parce qu'on modifiait une loi au cours d'un procès pour juger des gens donc au cours de ce procès, ce qui était aussi contraire à la loi française, quoi. La loi Oradour va être abrogée en plein procès, mais Lucide Saint-Saëns n'en tiendra pas compte. Messieurs, le texte voté cette nuit par l'Assemblée nationale
n'est pas encore voté par le Conseil de la République. Il faut lire les textes, messieurs, croyez-moi. Pour le moment, il n'y a rien de changé. Le tribunal doit continuer à juger. Le procès s'achève. On connaît le verdict, qui est assez lourd pour les Alsaciens. Ça provoque un soulèvement en Alsace. Ce sont des protestations massives qui mobilisent le monde politique, le monde religieux. Ce sont des gens qui prennent vraiment fait et cause pour les 13 incorporés de force. Toute l'Alsace était solidaire de ces gars. Hein. La Moselle, elle est restée pendant tout ce procès relativement silencieuse parce que elle n'a pas été vraiment solidaire de la mémoire alsacienne parce que elle était plutôt du côté des massacrés que des massacreurs. Surtout qu'on avait donc des garçons, des familles de Radour qui étaient de Charlie et qui ont laissé leur vie dans ce terrible carnage qui a eu lieu dans le village de Radour. Il y a eu d'ailleurs par la suite un jumelage entre Charlie, ici en Moselle, et Oradour-sur-Glane. Donc, à la condamnation, évidemment, Pierre Pflimlien, qui était député maire de Strasbourg, voulait trouver une solution pour qu'il n'y ait pas une scission en France entre le Limousin et l'Alsace. Il a donc convoqué les avocats, il leur a demandé, il faut qu'on trouve une solution. Alors, les solutions étaient diverses. Il y avait surtout la loi d'amnistie. Mais pour la loi d'amnistie, il fallait la passer au Parlement. Et Pflimlien a dit, je vais le faire, j'y arriverai. Et le 19 février 1953, après d'intenses débats au Parlement et dans la presse, où De Gaulle prend parti en faveur de ce texte, la loi est votée en dépit de l'opposition de l'ensemble des députés communistes et des 3/4 des députés socialistes de la SFIO. Les jeunes ont été libérés, mais par décision politique. On leur a seulement demandé d'être discrets. Vous savez qu'on a rapatrié, après le prononcé de la loi d'amnistie, eh bien on les a rapatriés la nuit en voiture pour qu'on ne les voie pas. Cette loi d'amnistie provoque alors la colère des habitants du Limousin, soutenue par certains milieux de la résistance et par les communistes. Des élus et des résistants éminents rendent leur décoration. C'est là tout le malheur en fait qu'a provoqué le procès de Bordeaux, c'est-à-dire qu'il n'a pas rendu la justice. Il a renvoyé les deux régions dos à dos sans rien régler. Personne n'y a trouvé finalement son compte, puisque les amnistiés, même eux, continuent à passer pour être des assassins de femmes et d'enfants. Les responsables d'officiers état-major qui ont survécu n'ont pas été inquiétés. Hein. Il y avait le général de la division qui était en Allemagne. On peut se poser la question pourquoi, puisque en principe, à l'armée, le responsable, c'est celui qui donne l'ordre, et non pas le deuxième classe qui n'a que le choix d'obéir. Et ça, c'est valable dans toutes les armées du monde et à toutes les époques. L'Alsace entière a accueilli avec un immense espoir le retour de Jean Mettenay, enrôlé de force dans la Wehrmacht et prisonnier en URSS depuis 1945. Le rapatriement des malgré nous qui étaient en captivité en Union soviétique a été très problématique et s'est déroulé sur des années. Et 10 500 malgré nous resteront à jamais disparus. Parmi eux, beaucoup sont restés en Russie, retenus par les soviétiques dans le goulag, sans qu'on ne puisse jamais connaître leur nombre exact. Le dernier, malgré nous, à être rentré, Jean Remeter, n'est rentré qu'en 1955. Ça a été évidemment une joie, mais ça a aussi été un drame, puisque ce retour a ravivé l'espoir de toutes les familles qui attendaient encore des nouvelles d'un disparu ou d'un prisonnier. Et malheureusement, Jean Remeter sera effectivement le dernier à rentrer vivant du RSS. Il y a des gens qui ont toujours gardé l'espoir, même après la guerre, d'un retour. Et il a fallu des années et des années pour que ces gens puissent faire leur deuil. Le drame de l'incorporation de force n'est toujours pas achevé. Malgré les années passées,
Les incorporés de force souffrent avant tout d'un manque de reconnaissance. C'est ce manque de dire, voilà, oui, c'est un drame qui concerne la nation. Alors c'est une telle blessure que les gens ne veulent pas en parler. Bien sûr, on était français. On l'est encore. Les malgré nous ne figurent pas dans les livres scolaires. On était tous des gamins de 17, à partir de 17-18 ans, partir pour une cause qui n'était pas la leur finalement. Hein. Certains disent que je devais avoir plusieurs anges gardiens. Je crois que c'est vrai, hein. Peut-être. Mon grand-père, français, a été fait prisonnier par les Prussiens en 1870. Mon père, allemand, a été fait prisonnier par les Français en 1918. Moi, français, j'ai été fait prisonnier par les Allemands en juin 1940, puis enrôlé de force dans la Wehrmacht en 1943. J'ai été fait prisonnier par les Russes en 1945. Voyez-vous, monsieur, nous avons un sens de l'histoire très particulier. Nous sommes toujours du mauvais côté de l'histoire, systématiquement. Les guerres, nous les avons toujours terminées dans l'uniforme du prisonnier. C'est notre seul uniforme permanent.